Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tells me I'm bound to perfection. The 1,000 years after 7 years. Now we care like we never were. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tells me I'm bound to perfection. The 1,000 years after 7 years.
dice, and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A thousand years, and 2,000 years. When you go from my heart, can you tell it? I'd like to say, like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Bonjour toi. Bonjour, calmez-vous, ça va bien se passer, vous allez voir, c'est la revue de presse du monde moderne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tous les matins à 9h, on est entre gens bien, calmes, reposés, frais et dispo, pour passer en revue la presse des oligarques, la presse des milliardaires, pour voir comment ils nous parlent, pour voir quels sont les sujets qui devraient intéresser les Français et pourquoi nous devrions avoir peur, ou pas. Et qui sont les dangereux fascistes, et qui sont les gentils progressistes. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. On n'est pas sur BFM ici. On n'est pas sur CNews non plus. Non. On est sur le monde moderne et je compte sur vous pour, comme chaque jour, partager un maximum cette vidéo sur vos réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur vos comptes, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez, Twitch évidemment, YouTube, parce que c'est important de partager, parce que oui, plus on est de fous, plus on rit, et que l'audience, eh bien c'est important, et que cette revue de presse permet qu'à un cas quand même de s'informer rapidement, de faire le tour de l'info de la journée en à peu près 1h30. Et puis si tout va bien, ce matin nous aurons peut-être la visite de Christine Coton, statisticienne qui a fait un travail remarquable sur les études de dangerosité des laboratoires Pfizer pour le Comirnaty. J'ai pas de nouvelles, elle m'a envoyé un message très tard hier soir, elle est très débordée. Si c'est pas ce matin, ce sera un autre jour, tout est prêt, en tout cas elle est la bienvenue. Voilà, allez on commence, parce que si jamais elle arrive à 10h, il faudra quand même être d'aplomb. On commence avec, comme d'habitude, le canard à nanar. Vous savez, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui fait sa couverture sur les villes idéales pour télétravailler. Ouais, parce que maintenant on télétravaille, vous savez, c'est un peu la fête, c'est comment on se pose, qu'est-ce qu'on fait, le télétravail en slip, le télétravail en doudoune, le télétravail pour faire le stream, la revue de presse du monde moderne, c'est du télétravail quasiment tout ça. Où est-ce qu'on pourrait télétravailler et payer moins cher de loyer et vivre bien? Eh bien voilà les 10 villes où il fait bon travailler en slip, c'est Amiens, Le Mans, Cholet, Niort, Poitiers, Limoges, Bourges, Dijon, Besançon et Chambéry. Voilà. Bon voilà. Donc je ne sais pas, pour la télégrève aussi apparemment c'est des très bonnes villes pour la télégrève. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes là, il n'y a pas Amiens. Si, Amiens, si, Amiens. Impeccable. Et pas Paris. Ben non, Paris c'est trop cher et puis ça sert à rien. T'es là pour bosser. Tu télétravailles pas ici. Tu te fais chier dans la vie réelle, hein, avec les vélos, les trottinettes, les voitures, les vélos, la rage quotidienne, la pollution à la particule fine. Bref, tout ça c'est pour Paris, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a du taf? Bah, pas forcément, mais c'est pour télétravailler. Donc, tu travailles pas là où tu habites, tu télétravailles. Donc, tu peux habiter là. Et donc, apparemment, les villes qui, voilà, ont la fibre. Là, tu as un mapping des villes qui ont la fibre. Je crois. Ensuite, je voulais commencer quand même cette revue de presse parce que c'est, vous savez, aujourd'hui, les règles changent. Les règles du pass vaccinal. Non, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, enfin le 15.
Enfin bref, le gouvernement McKinsey s'est donc payé une page de pub géante dans toute la presse pour dire attention, à partir du 15 février, les règles du pass vaccinal changent. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ces règles? Qu'est-ce que c'est le pass vaccinal? Eh oui, si vous avez fait votre deuxième injection avant le 15 octobre, vous devez faire votre rappel avant le 15 février pour conserver votre passe vaccinal. C'est une pleine page dans tous les quotidiens. Voilà. Je ne sais pas combien on a payé ça avec nos impôts, parce qu'une page de pub, c'est quand même pas mal. Et ça vient bien sûr de Véran. C'est le gouvernement qui t'explique, attention, tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous vaccinés. Voilà, c'est génial. Ils sont formidables. Donc attention les enfants, à partir du 15 février, Véran a dit, ça change. Mais qu'est-ce qui change? Si tu étais avant le 15 octobre, tu l'as pas, t'as désactivé. Mais désactivé de quoi? Mais du pass qui sert à rien. Ah, c'est vachement bien foutu votre truc. Ouais. Allez, poubelle, foutez-moi ça à la poubelle. Non mais, alors heureusement, on a un convoi de la liberté qui s'organise. En France et ailleurs. Au Canada, ils sont super emmerdés. Trudeau est toujours caché. Ils savent plus ce qu'ils vont faire de lui. Il dit Justin, tu viens? Ah, j'ai autre chose à faire. C'est des nazis. Non, c'est des gens qui... Vous allez voir, on va en parler du convoi de la liberté. Parce que franchement, à Ottawa, ils sont vraiment, vraiment emmerdés. Alors, ils foutent des amendes, ils mettent des mecs en garde à vue et tout. Ça suffit pas. Et puis il y a des gens ici qui vont faire partie du convoi. Alors nous on a un convoi, on n'aura pas forcément des camions comme on n'a pas des gros camions comme outre-Atlantique. Apparemment ça va être des camping-cars, ça va être des vannes, ça va être un peu de tout, des voitures, et les flics sont déjà là prêts à intercepter les convois aux portes de Paris. Ils étaient déjà au bois de Vincennes hier au cas où, donc ça promet de grands moments encore de n'importe quoi. Et le train de l'hype pourrait participer, il vient de commencer, vous pouvez vous abonner ou offrir des abonnements ou dépenser vos points de chaîne. C'est le moment ou jamais pour faire parler de cette chaîne Twitch du monde moderne, de la revue de presse. Le train de l'hype est fait pour ça. Merci Lee Gérard, 91, qui cumule 9 mois d'abonnement. Ça c'est le S. Donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Vous avez encore 1 minute 35 pour le train de l'hype, apparemment. On n'a pas encore acheté une autre Falcon. On est loin du compte, très loin du compte. Puis on se demande si ce serait très utile en fait. On est en train de réfléchir à plutôt acheter un sous-marin ou une turbine. Mais bon, on verra ce qu'on fait. Enfin un truc, tu vois, un truc un peu industriel, un peu made in France, un truc un peu classe. Voilà, on verra ce qu'on fait. Alors. Je sais plus où j'en suis. Non, mais personne. Bien sûr, les syndicats sont reçus par Macron. Il va essayer de faire en sorte que les syndicats de routiers condamnent n'importe quel convoi qui viendrait chercher Macron. Non, ça, je l'ai fait. Ah oui, voilà. Formidable. Bon, alors Macron s'est fait un petit tour de Ukraine, Russie, Berlin hier soir avec Olaf Scholz. Macron redonne ses chances au dialogue, mais tout reste à faire. Ce qui, si tu lis entre les lignes de ce titre, veut dire Macron sert à rien. Il s'est fait sa pub. Bon, ça, j'en parlais dans mon édito d'hier soir sur RT France. Ce petit voyage sert uniquement à l'entrée en campagne du sauveur du monde, Emmanuel Macron. Il va rien sauver du tout. Le problème, c'est qu'il a promis des trucs qu'il n'a pas vus, en fait, pendant les 5 heures de discussion avec Vladimir Poutine. À la fin, Poutine a dit « Ah, on n'a pas dit ça ». Ah non, j'ai jamais dit ça. Non, je crois pas. Non, c'est l'autre qui a tout inventé. Donc la diplomatie comme ça, c'est un peu comme Blanquer. Tu sais, il dit un truc, puis le lendemain, c'est autre chose. Après, il est allé voir Volodymyr Zelensky en Ukraine. Bon, c'est pareil, on sait pas trop. Puis le soir, il a fait un dîner avec Olaf à Berlin en disant « C'est bon, ça désescalade à mort ». En fait, il suffit que Biden lui fasse le coup des sous-marins et c'est la guerre. Donc il est fébrile, parce qu'il se dit, bon, j'ai essayé de faire croire que c'était moi le sauveur. Dans l'avion présidentiel, j'ai fait le kéké avec la presse. J'imagine le Paris Match de jeudi.
avec les petites photos, avec le président très concentré avant son entrée en scène, machin. Vous avez déjà vu les petites photos façon Il était une fois dans l'Ouest. Ça va être d'une propagande mais merveilleuse. C'est Antoine qui se chargera de faire l'état de la propagande. En tout cas, cette visite diplomatique a servi à entretenir le dialogue. Voilà. Aucune avancée, si ce n'est Macron, il est sauveur. C'est le meilleur président que la France ait jamais connu. D'ailleurs, comme le dit si bien Gérald, calmez-vous madame, tout va bien se passer. Aucun Français trouve que Macron, il est nul. Ils pensent tous qu'il est génial. Tous les Français, tous. Faux. C'est faux, évidemment. Évidemment, vous savez très bien que c'est faux. Tractation, petit psychodrame, hein, côté Jadot-Taubira. Il en faut 2, voire 3 pour débrancher Mélenchon. Alors, y aura-t-il Roussel qui se joindra à eux, Hidalgo également, Montebourg? Pourront-ils faire l'axe de la social-démocratie et passer le cap fatidique des 7%? Le pourront-ils vraiment porter un candidat de progrès social et écologique à l'Élysée? Bon, alors en fait, ils sont en train de se mettre d'accord. Hein, bon, Christiane, tu viens? Non, toi, tu viens, Yannick? Non, écoute, Christiane, c'est toi qui viens. Parce que moi, j'ai fait une vraie primaire. Toi, t'as fait une fausse primaire sur Internet avec des jeunes qui font n'importe quoi. Donc, tu viens. Non, écoute, Yannick, parce que moi, je pense qu'on doit aller au-delà. Hein, et je peux ramener quand même peut-être Anne à la raison, qui arrêterait sa campagne qui sert à rien. Écoute, Christiane, je ne sais pas. Il faut pas qu'on dise qu'on est en train de faire ça, parce que sinon ils vont se dire que c'est quoi cette petite popote politicienne qui est nulle. Hein, il faut qu'on parle climat, qu'on parle grands enjeux, qu'on parle une écologie qui protège. C'est le nouveau slogan de Christiane Taubira. Donc voilà, ça rame pour faire une candidature unique. Ils vont peut-être y arriver. C'est quelque chose d'assez impressionnant, mais pas forcément. Voilà. Je vous parlerai tout à l'heure de la candidature de Yannick Jadot. Il fait la couve de l'IB. Vous allez voir, il a un programme. Enfin, ils ont tous des programmes. Et puis ça, c'est la petite nouvelle qui fait plaisir. Surtout si vous aimez manger des perdreaux au Sénat. Et je sais que vous aimez ça. Installez-vous. On est bien là. Voilà. Je vous sers un petit quelque chose. Voilà. Là. Alors, bon, puisqu'on est à table, puisqu'on est entre gens bien après la chasse, il est temps de parler des chasses de Chambord. Vous connaissez ce château merveilleux, un des fleurons, un des bijoux du patrimoine national? Eh bien, figurez-vous qu'à Chambord, attendez, j'ai un petit creux, quand même, pas ce qu'il faut. Figurez-vous qu'à Chambord, eh bien, s'y tiennent les chasses présidentielles. Oh oui, oh, c'est assez agréable. Ça permet d'inviter des industriels, des grands patrons étrangers, des amis, mais aussi des élus, venir chasser le week-end entre octobre et février. Des belles chasses. Eh bien, sachez que Mathieu Orphelin, ce petit faquin, voudrait publier le nom des députés qui ont participé aux chasses. Enfin, mais... Et puis quoi encore? Est-ce qu'on peut encore avoir plus de mesures populistes de cet acabit? Enfin, c'est ridicule. Bon, alors, Éric Ciotti est un habitué, il aime beaucoup chasser, mais il n'est pas le seul, hein. Il y a Claude Barthelone également, quelques députés à l'air macronistes. Il suffit de payer 120 € pour aller chasser le week-end dans le magnifique domaine de Chambord. Alors, les députés se sont insurgés, bien évidemment, et je leur donne tout à fait raison. Enfin, 120 € pour aller chasser à Chambord. Il ne s'agit pas là de cadeaux qu'il faudrait déclarer comme si voler en rafale coûtait moins que 120 €, comme si boire une bonne bouteille coûtait moins que cela. Pas du tout. Donc voilà, ils sont dans la merde un peu. Donc ils gueulent un peu parce que Mathieu Orphelin voudrait qu'on publie le nom des députés qui vont faire les chasses présidentielles à Chambord. Voilà, il y en a qui y vont souvent. Quand même. Alors c'est pas cher, hein, 120 €. Ils ont dit non mais vous savez quoi, c'est pas cher. Oh, ça. Et c'est comme la cantine du Sénat, c'est pas cher non plus. Hein. Oh. C'est des trucs qui coûtent pas trop cher à la République. Voilà, donc ils ont dit ça n'a aucune raison de faire des mesures populistes comme as. Nous, ce qu'on aime, c'est la chasse entre amis, c'est la chasse à Chambord. C'est voilà. Donc restons entre amis, tout va bien. Ça reste ouvert. Alors c'est plutôt le week-end. Hein. Après, je sais pas, comme il y en a qui sont pas super présents à l'Assemblée, peut-être que c'est tout le temps en fait. J'ai pas les détails.
Euh, euh, oui, alors non, de Rugy n'est pas très chasse. Non, après, ça dépend un peu de ta couleur politique. Mais bon, c'est beau la République, hein. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a un petit côté ancien régime comme ça qui est agréable. Hop, je vous le remets parce qu'attention, à partir du 15 février 2022, les règles du pass vaccinal changent. Eh oui, seulement les prénoms finissant en A et en I auront le droit d'aller manger à la cantine le midi. Seulement s'ils sont doublement vaccinés. Enfin, je crois. Hein. Enfin, j'ai pas lu ce qui était écrit en petit, mais je crois que c'est ça. Et puis, alors, un truc assez incroyable, les respirateurs qui inquiètent, vous savez, c'est des respirateurs pour les gens qui souffrent d'apnée du sommeil. On met un masque et ça fait de l'air pulsé qui vous permet de ne pas faire d'apnée et risquer un AVC la nuit ou quoi que ce soit. Eh bien, on découvre que les respirateurs, notamment de la marque Philips, sont cancérigènes. Donc, il faut choisir entre le cancer ou l'AVC. Et ça commence à poser des questions. Alors, le problème, c'est la petite mousse à l'intérieur de ces respirateurs qui se désagrège. Et cette petite mousse contient des particules qui seraient cancérigènes et pulsées au fond des poumons. C'est pas forcément très bon pour vous. Alors, il n'y a encore pas de preuves scientifiques que ça file vraiment le cancer, mais quand même, il y a une psychose qui s'installe. Philips a rappelé seulement 6% des machines, il y en a 300 000 en circulation, de la marque Philips, et ils disent on va accélérer, on va essayer d'en rappeler 12%. Ça fait pas beaucoup, hein. Sur le nombre de gens qui émettent des respirateurs, ça fait pas beaucoup. Donc ils se disent quand même, c'est assez incroyable. Ça vous donne quand même... Ah, pub, comment je vais gérer les pubs et je peux pas suspendre les annonces. Pourtant, je les ai vachement réduites. Hein. Parle doucement, on revient. Bon, je parle doucement, je vous attends. Mais ça permet les pubs aussi d'engranger, de faire que vous pouvez suivre cette revue de presse et qu'on va pouvoir s'acheter des meilleurs micros, une meilleure connexion, une meilleure cam et tout bien, vous allez voir. Attendez-moi, je vais vous chanter du Bruel. Attendez-moi, attendez-moi. Donc, ces respirateurs qui inquiètent, c'est quand même problématique. Ça vous donne un peu une idée de l'état de la science. Dès qu'on fait confiance à la technique, ça crée toujours d'autres problèmes. Hein. C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on règle un problème, on en crée un autre. Et puis c'est sans fin comme ça, et on peut aller très loin. Alors c'est une avancée, hein, le respirateur, pour les gens qui font de l'apnée du sommeil, c'est plutôt pas mal. Mais attention, ceux-là, malheureusement, ne fonctionnent pas plus que ça. Enfin, ils fonctionnent, mais ils sont un peu cancérigènes. Donc, si vous avez un respirateur de la marque Philips, faites attention. Et puis, un petit coucou à un habitué de la revue de presse, JB, qui est sur Twitter, qui a eu une très mauvaise nouvelle ces jours-ci. Donc, j'espère qu'il tient le coup. C'est un message personnel. Qui va composer le convoi de la liberté? Vous savez, je vous en parlais tout à l'heure. Alors attendez, avant d'en parler... Bon, qui va composer le... Alors, ça va pas forcément être comme ça chez nous. Nous, on va avoir... attendez, je cherche mon article. Qui va composer... Alors, il y en a qui y sont déjà, je sais, il y en a qui font déjà n'importe quoi. Il y en a qui vont déjà avoir une fiche de la DGSI. Des groupes de véhicules prennent la route dès aujourd'hui pour rejoindre Paris ce week-end. Leur modèle, la mobilisation anti-restriction sanitaire à Ottawa. Bon, alors attention, parce que nous, on a la police quand même la plus comme ça. Puis c'est le préfet de Paris, c'est Didier Lallemand. Et quand tu sais que Gérald parlait de 33 tonnes dimanche, tu sais qu'il s'est renseigné sur les tonnages et tout, tu sais qu'ils sont prêts. Hein. Je parle de il, je dis la force publique, force de l'ordre, les troupes du général Lallemand, enfin du préfet, pardon. On prépare le camping-car avec des banderoles, des drapeaux, et on fait le plein. On ne sait pas ce qui va se passer, alors il faut que tout soit prêt. Gilles, 54 ans, électricien à Saintes, en Charente-Maritime, s'apprête à prendre la route demain matin avec le convoi de la liberté. Le rendez-vous est fixé au Super U de Saujon.
Sa destination finale, Bruxelles. Ah non, on avait dit Paris. Bon, enfin bref, il y va. Lundi, lui. Là-bas, l'idée est de faire comme à Ottawa, puisque la capitale canadienne a déclaré l'état d'urgence. Vous allez voir, elle a arrêté plusieurs manifestants, elle a dressé 500 amendes. Maintenant, donner de l'essence aux truckers est interdit, tout est interdit, klaxonner dans la rue est interdit, manifester, non, c'est interdit, mais c'est autorisé parce que c'est une démocratie, mais il faut pas embêter les gens. Mais toi, tu ne fais quoi avec ton passe vaccinal, là, à part embêter les gens? D'ailleurs, tu l'as dit, c'est pour emmerder les autres. Et quand toi, tu manifestes pour emmerder ceux qui emmerdent, non, c'est toi qui emmerdes. Mais les Canadiens, vous allez voir, ils sont un peu vrillés de la tête. Hein. Pas ceux qui font le convoi, hein, ceux qui sont contre. En tout cas, voilà, assiégés, paralysés par des centaines de camions. Alors, est-ce qu'on aura autant de camions à Paris? Toutes les branches du convoi français doivent se retrouver vendredi soir à Paris avant de participer aux manifestations anti-pass vaccinal dans la capitale samedi. C'est samedi qu'on verra si ça passe ou pas. Enfin, si on arrête avec le pass. Voilà. Je pense qu'il faut arrêter avec le pass, honnêtement. Je pense que vous êtes tous d'accord. Hein, on va faire un vote à main levée. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Combien seront-ils? À quoi s'attendre? C'est toute l'inconnu. L'idée, c'est de reprendre tout ce qui s'est passé au Canada. On imagine que l'engorgement sera bien présent. Tant que les gens roulent, on reste dans la légalité. C'est ça qui est marrant. Eh oui. C'est Rémi Monde qui est le principal coordinateur de l'opération, mais il se décrit comme un inconditionnel du mouvement. Il y a des départs de Lille, de Cherbourg, de partout, avec des gens plus proches de Paris qui n'ont pas besoin de s'organiser. Je pense qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes, prédit Denis, l'organisateur pour les Alpes-Maritimes dont le convoi s'élance dès aujourd'hui, comme ceux de Perpignan et Bayonne. Alors en parallèle, hein, Macron organise des discussions avec les syndicats de routiers pour être sûr que ceux-là vont condamner, hein, bien sûr, le mouvement des routiers qui vont participer. Comme ça, on n'aura que des voitures, on n'aura pas des gros camions. C'est moins graphique. Une réponse ferme de l'État. Les services du ministère de l'Intérieur, eux, en s'appuyant sur leur remontée territoriale, ne s'attendent pas à un phénomène massif, mais promettent une réponse ferme en cas de blocage. Je vous avais dit, ils sont prêts. Gérald, il s'est renseigné. Dès hier, un premier convoi francilien a été intercepté. Contrairement au Canada, ce sont bien des véhicules individuels et pas des camions. Eh oui, parce que les camions en France sont propriété des entreprises. Là aussi, vous ne pouvez pas détourner le camion de votre boîte, sinon vous êtes viré. Donc ça évite plein de problèmes en fait. Et alors quoi ? La page Facebook de l'événement, quand même, en France, recense 270 000 membres, mais de nombreux sympathisants proposent une aide logistique ou du soutien sans avoir l'intention de faire le trajet. Et puis, il faut savoir que beaucoup de pages liées au convoi ont été supprimées de Twitter et sont invisibilisées sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, il ne faudrait surtout pas que ça se voit que les gens ne sont pas contents du pass de merde vaccinal. Pardon. Le mouvement se veut pacifiste. Ah bah oui, ça aussi. Hein. Bah alors... Pourquoi vouloir s'attaquer à des gens pacifistes ? Parce que le point de rassemblement principal, c'est l'abandon du pass vaccinal. Voilà, c'est très simple. On n'est pas anti-vax, on n'est pas anarchiste, nazi ou terroriste, comme nous en avons parfois l'écho. J'ai demandé à tout le monde de prendre des drapeaux français par patriotisme, mais les gens vont de Zemmour à Mélenchon. Et d'ailleurs, ils ont gueulé sur Philippot qui voulait récupérer le truc, en disant « Ils se joignent à notre marche tous les week-ends », même si Philippot fait son mouvement tous les week-ends, et il a raison. Les gens qui organisent ce convoi ne veulent pas de récupération politique. Bon, ça manquera pas, hein, il y aura quand même. Mais voilà, c'est un mouvement citoyen du peuple de la nation, confirme Gilles le Charentais. On ne parlera pas du tout de politique. Avec ma femme, on a le pass vaccinal, mais on ne veut plus qu'on laisse les gens à l'entrée. On défend l'avenir, nos libertés. Voilà. Alors, c'est d'anciens gilets jaunes, évidemment. Tout le monde est content. Si l'acheminement des convois s'annonce plutôt bon enfant, l'interrogation principale concerne le week-end parisien. Les gens qui ont lancé le mouvement ne veulent pas trop divulguer leurs intentions. Quoi ? Ils voudraient aller chercher Macron à l'Élysée ? Non. Non. Non, tu déconnes. Vraiment ? Avec des camions et tout, devant l'Élysée. Oh, ce serait tellement beau. Alors, c'est ça qui est triste, quoi. C'est que nous, on n'aura pas les gros camions, on n'aura pas les gros tut-tut. Macron va pas aller se cacher comme Justin. C'est dommage, c'est dommage.
Et puis voilà, il y a toujours ce problème de l'opposition contrôlée, ça on le sait. Il y a le problème aussi de la violence, toujours ce problème qui revient récurrent, malheureusement. Mais bon, c'est quand même une belle initiative. Il faut foutre à la poubelle ce pass vaccinal le plus vite possible. L'Europe voudrait qu'on l'en bouffe jusqu'en 2023. Hein. Des fois que certains gouvernements décident, que le Covid décide, puis qu'il faut virer quand même les 3 doses de plus d'Omicron. Hein, parce que ce serait dommage que Bourla se prive de 54 milliards de dollars de profit en 2022. Vous allez voir, on parle de Pfizer tout à l'heure. Ils ont des projections chiffrées qui font rêver. Hein. Sinon, je vous remets les nouvelles règles. Attention. Donc, à partir du 15, vous le savez maintenant, les règles du pass vaccinal changent. Il faudra dorénavant parler 3 langues couramment. Hein, 3 langues couramment. La langue maternelle ne comptant pas pour avoir le droit d'aller au restaurant. Et il faudra être vacciné, bien entendu. Enfin, ça dépendra de votre âge. Ça, c'est uniquement de 12 à 24 ans. Au-delà, ça ne vaut pas. Mais voilà. En France, ça va faire... Oui, alors, sur ce convoi de la liberté, en France, déjà, alors c'est beau qu'un journal comme Le Parisien en parle. On commence à en parler dans les médias. Mais je ne crois pas qu'on aura un mouvement d'occupation comme à Ottawa. Déjà, on n'a pas je vous dis, les gros camions graphiques comme aux States. On ne peut pas bloquer vraiment les frontières. On a un pouvoir public qui a montré de quelle violence il était capable avec les Gilets jaunes. Et donc, il pourra user de la même violence ou faire peur. Et puis, les Français vivent dans la peur, dans l'apathie. Et puis, au Canada, vous allez voir, la majorité de la population est contre le mouvement des truckers. Ils veulent le pass vaccinal. Et ça, quand ça... Elle trouve ça super protégeant. Protection. Enfin, je sais pas. Donc si les médias en parlent, c'est parce qu'évidemment, ils savent qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et c'est ce que dit l'article. D'ailleurs, les remontées territoriales des renseignements savent qu'à part quelques camping-cars et 2-3 bagnoles, il y aura peut-être des bouchons sur le périph' comme tous les week-ends, mais ils vont empêcher les camions d'aller klaxonner sous les fenêtres de l'Élysée. Après, moi ce que j'avais aimé, les Gilets jaunes, quand ils avaient fait croire qu'ils allaient faire une grosse manif à Versailles, ils se sont retrouvés, c'était dans le 18e, vers Montmartre, je crois. C'était assez drôle, ils avaient fait tout un faux truc, la préfecture y était allée. Donc il pourrait y avoir comme ça des leurres. Mais au final, si on veut que cette ignominie du pass vaccinal cesse, il faut simplement ne pas l'utiliser. Que personne ne le demande, que personne ne l'ait, qu'on se balade en disant mais de quoi tu me parles, du con. Enfin, pardon, chérie, pardon, monsieur, madame, calmez-vous, ça va bien se passer. Et c'est tout. À un moment, il faut arrêter ces idioties, quoi. Et puis après, il faudra arrêter les idiots. Mais ça, c'est après, c'est longtemps. Le pass 2 doses, une contamination. Enfin, le droit de contaminer. Hein, c'est pas un pass vaccinal. Hein, c'est l'autorisation de pouvoir vous balader au micro-nez et le refiler à tout le monde. Puisque, voilà, ça passe à travers la vaccination. Et puis une nouvelle, il n'y a pas que Balkany dans la vie quand même. Une religieuse de 80 ans qui a détourné plus de 800 000 dollars des caisses de l'école catholique qu'il employait au sud de Los Angeles. Tout ça pour aller jouer au casino et voyager autour du monde. Elle a été condamnée à 1 an de prison. Eh oui, j'ai péché, a-t-elle dit. J'ai enfreint la loi et je n'ai pas d'excuses. Sœur Marie-Margaret, qui avait fait vœu de pauvreté en devenant nonne il y a plus de 60 ans. Bon, à un moment, elle a craqué. Ça peut se comprendre. Voilà, c'est humain après tout. Bon, elle fait 1 an de tôle. Hein. Personne, elle fait pleurer personne en disant je vais faire, tu vois, non, je veux pas aller à Fleury-Mérogis. Non, elle fait, non, ok, j'ai pris dans la caisse, ça va. J'ai joué. J'ai perdu. Le côté mauvais joueur des Guéant, Balkany, tout ça, qui veulent pas aller en prison. Mais t'as joué, t'as perdu, tu vas en tôle. C'est le jeu. Voilà, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Elle a joué, elle a perdu. Mais alors, la nonne qui craque, c'est quand même dans le... On aime. On préfère ça à un prêtre pédo. Hein, tu vois. Si vous voulez aller jouer au casino et voler dans la petite corbeille de messe, allez-y. Hein. Elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu de pauvreté, puis ça n'a pas marché. Elle a récupéré 800 000 dollars. Ah, ils vont faire un film avec Whoopi Goldberg. Ou, je sais pas, Marie-Margaret, quoi. Non, mais il y a de quoi faire un chouette film, quand même. Il y a des gens chouettes, quand même. Tu vois. Ah, c'est chouette. Une nonne qui vole.
pour jouer au casino. Tu fais, bah, c'est... Merci, madame. Merci. Donc voilà. Pas de passe, pas de théâtre, donc pas d'Alexis à la filature de Mulhouse. Désolé. Bah oui, bah voilà. Mais c'est pour ça que je veux qu'on le brûle, ce passe. Parce que ça n'a aucun sens. Que ça nous emmerde. Oui. Elle a été cancel, Whoopi Goldberg? Pourquoi? Elle a dit quoi? Putain, on sait plus qui est cancel, qui est pas... Elle était pote de... Ah, ça, oui, c'est vrai qu'on la voit plus, mais pas... je pensais pas qu'elle avait été cancel. Maggie, elle pionce ce matin. Pas envie de venir vous voir. On a marre. Puis c'est un petit en bref qu'on cache comme ça dans les pages. L'inflation devrait accélérer un peu plus que prévu au cours du premier semestre 2022. Christine Lagarde, elle a quelque chose à dire? Non, parce qu'elle avait dit que c'était sous contrôle tout ça. Oui, non, vous inquiétez pas, c'est l'INSEE qui prévoit qu'elle atteindra entre 3 et 3,5%, tempéré par le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est le petit chèque de 100 balles pour que tu puisses te chauffer cet hiver. Et c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, certains ont touché 2 fois le petit chèque. Il n'y a pas de moyen de savoir qui. Alors, je pense pas qu'ils vont le rendre, mais... voilà, là aussi, les règles, le jeu, c'est assez marrant. Mis en place par le gouvernement, voilà. L'inflation a atteint 2,9% sur un an. Voilà, donc ça ne fait qu'augmenter. On n'en parle pas trop parce que, en gros, ça veut dire la finance qui se gave, des logements plus chers, des salaires qui stagnent, et puis vous, bien sûr, le pouvoir d'achat qui s'envole loin. Comme vos libertés d'ailleurs. C'est comme si le pouvoir d'achat était lié aux libertés. C'est assez particulier. Non, il y en a plein qui ont pas eu l'échec, évidemment. C'est la revue de presse du monde moderne, bienvenue. Vous pouvez bien sûr partager dès à présent ce lien sur tous vos réseaux, dire combien vous adorez cette revue de presse à vos amis, votre famille, les gens que vous invitez chez vous, et puis vous abonner sur tous nos réseaux. Je n'ai toujours pas de nouvelles de Christine, donc je ne sais pas si on l'aura tout à l'heure. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Vous inquiétez pas, ça fait partie des joies du métier, du direct. Parfois, on peut pas tout régler comme du papier à musique. Comme dirait Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il l'ait dit, mais bon, on ne peut pas tout régler comme du papier à musique. Je pense qu'il le dit. Pensez-vous que Nicolas Sarkozy... Tiens, on va faire un sondage. Lancer, gérer les objectifs, faire un clip. Pourquoi il m'a tout changé? Où est-ce que c'est le sondage? Commencer, héberger, lancer un... Non. Pourquoi j'ai pas le sondage? Ah, créer un sondage, voilà. Pouf. Je fais un sondage. Nouveau sondage. Pensez-vous que Nicolas Sarkozy a déjà dit on peut pas tout régler? Ah merde, on peut pas. Ah merde, la question est trop longue. Bon. Pensez-vous que Nicolas Sarkozy... voilà. Oui. Non. C'est parti. Et voilà. Vous pouvez voter. Les salaires stagnent, les prix explosent, oui. Et puis alors le prix de l'immobilier, bien sûr, augmente encore plus. Tu as des effets secondaires. J'ai aucun effet secondaire, non, tout va bien. En tout cas, c'est quoi la question? Pensez-vous que Nicolas Sarkozy a déjà dit je pense pas qu'on peut tout régler comme du papier à musique? Voilà. Mais comme c'était trop long comme question, j'ai pas pu la taper. Voilà. Donc la question c'est pensez-vous que Nicolas Sarkozy a déjà dit mais enfin, on peut pas tout régler comme du papier à musique? Voilà. Donc on verra ce qu'on en fait. Mais c'est l'avantage de pouvoir faire des sondages, hein. Tu peux poser n'importe quoi comme question. Donc voilà, l'inflation, c'est sous contrôle, nous dit Christine Lagarde. Vous inquiétez pas. Tant qu'il crée du billet, ça bouge. Et puis, Yannick Jadot qui a un projet de rupture. En une de Libé. Qu'est-ce que c'est un projet de rupture? Alors, je suis allé chercher dans mes petites archives et j'ai trouvé
un bouquin de 2007, aux éditions Autrement, Les cahiers d'Ernst & Young, éloge de la rupture. Alors Ernst & Young, c'est un cabinet de conseil. Bon, il fait de l'audit maintenant, mais à l'époque, il faisait également du conseil. Et donc, ils se sont associés avec Jacques Attali, Roland Quérol, Mercedes Serra, du groupe BPC, Jacques Marseille, Pascal Pic, frère Samuel Rouvillois et d'autres, pour regarder quelles étaient les grandes étapes de la rupture. On est en 2007, hein, donc on parle bien sûr élections, machin, tout ça. Alors, il y a par exemple sur la page santé, vous allez voir, il y a un petit truc qui m'a... L'économie de l'intelligence, la grande rupture du XXIe siècle. Bon, on l'a raté, celle-là. Hein, je veux dire. Je vais vous trouver sur la santé, quand même. Il y avait un truc... protection sociale, des modèles à reconnecter avec leur temps. En gros, c'est toutes les réformes Macron de la retraite et tout ça. Regardez. Donc là, on va parler des EHPAD. Hein. Les risques liés à la question du grand âge nous posent des questions fondamentales. Soyons pragmatiques. Ça, c'est de la rupture qu'on aime. Accélérer la collecte de données afin d'avoir une vision précise et réelle des coûts est un préalable à la modélisation et la modernisation d'une économie de la santé. Une économie de la santé. Donc tout le mal qu'on vit actuellement, hein, cabinet de conseil, hôpital de flux, Orpea, Corian, etc., vient de ce genre de blabla qui permet de dire il faut bien sûr accélérer la collecte de données, il faut bien sûr aussi instaurer une TVA sociale pour stopper l'hémorragie des emplois. Déjà à l'époque, ils savaient qu'on manquait de soignants. Rien n'a été fait. Hein. Je veux dire, ces bouquins-là, il y en a à chaque présidentielle. C'est un truc... Moi aussi, j'en peux plus de ce blabla. Mais vous allez voir, ce qui est terrible, c'est que quand je dis... quand je parle de rupture, donc je fais état de ce livre de 2007, Éloge de la rupture, cabinet de conseil, bref, données, machin. Mais voyez ce que dit Yannick Jadot à propos de son programme de rupture. Et c'est là où je tique un peu. Bon, vous êtes 88% à penser que Nicolas Sarkozy a dit on ne peut pas te régler comme des papiers à musique. Voilà, merci. C'est génial. Maintenant, sur Yannick Jadot, voilà ce que nous dit Yannick Jadot à propos de son programme de rupture dans Libération. C'est une grande interview. Monsieur Jadot. Alors... C'était où Voilà. Votre projet est-il suffisamment un projet de rupture pour capter la radicalité de l'époque ? Oui, j'ai un projet de rupture par rapport au productivisme, au consumérisme, à la destruction du vivant et aux inégalités. Je veux transformer radicalement la société avec les forces vives du pays en m'appuyant sur les territoires. Bullshit bingo ! Alors là, mec... T'as sorti la phrase la plus creuse de toute la campagne. Je veux transformer radicalement la société avec les forces vives du pays en m'appuyant sur les territoires. Mais même Jean-Pierre Raffarin aurait pu dire ça. Faut pas dire ça. Forces vives, territoire, c'est des mots qui doivent être bannis du lexique politique. C'est le truc le plus mauvalise que tu peux faire. Là, moi, j'ai les voyants qui sont en rouge. Ça veut dire flanc. Vous mettez en avant dans votre programme la règle d'or climatique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Chaque euro d'argent public sera conditionné à la prise en compte du climat, de la justice sociale et de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment tous ces euros mis dans l'économie en soutien aux entreprises. Pourquoi pas ? L'accès au marché public, le crédit impôt recherche, les exonérations et la fiscalité seront conditionnés et modulés en fonction des trajectoires de décarbonation ou de moindre empreinte écologique. Les salaires auront également une responsabilité car ils composeront 50% des conseils d'administration. Les salariés, pardon. Voilà. Et puis il y aura un chèque syndical. Bon, d'accord. Question. Jean-Luc Mélenchon incarne aussi l'écologie politique, avec une approche plus radicale. C'était d'ailleurs un des sujets de la primaire. Faut-il avoir une posture plus ou moins radicale ? Vous préférez parler de transition. Mon projet porte la radicalité indispensable face aux enjeux essentiels. Il ne suffit pas de dire « à bas le capitalisme » pour sauver le climat
et remettre la justice. Je veux gouverner le pays. Parce que les transformations à engager sont profondes et rapides, je veux mobiliser et rassembler les Français, pas les diviser. Parce que nous avons besoin de peser collectivement, d'investir massivement. Je veux une France forte dans une Europe puissante. Une France forte dans une Europe puissante. Là encore, putain, mais même Raffarin aurait pu dire ça. Bon, en sortir nous affaiblirait dramatiquement. Parce que j'aime profondément les droits humains et la démocratie, je les défends partout, y compris en Russie et en Chine. Mais sans rapport de force dans le cadre actuel de l'Union européenne, on ne peut pas faire ce que vous proposez. Je veux dire, avec les traités, tout ça, M. Jadot. Hein? Donc si on fout pas en l'air les traités de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, où est-ce que j'ai mis mes SMS, et tout ça, c'est du blabla. Je réfute cette idée. Aujourd'hui, il n'y a plus de critères de Maastricht. La pandémie a montré que quand il y a volonté politique, les traités s'effacent. Faux. Qui peut sérieusement croire que nous pèserions face aux grandes puissances et à dictatures sans l'Union européenne ? En fait, le pire, c'est que là, le Conseil de l'Europe est en train de nous proposer à tous les États de signer un traité avec l'OMS qui permettrait d'être au-dessus, finalement, des constitutions des États en cas de pandémie. Donc le gouvernement mondial avance à bas bruit, hein, c'est une réalité, et il avance grâce au traité. Parce qu'on signe des contrats entre États. Et le traité européen fait qu'on a n'importe quoi, qu'on a ce pass sanitaire européen, le Green Pass. Ils ne l'ont pas mis Red Pass, parce que ça faisait trop chinois, pour jusqu'en 2023. Donc c'est faux de croire qu'on peut faire des choses en France sous les règles actuelles de l'Union européenne. C'est bien pour ça qu'il y en a quelques-uns qui le disent d'ailleurs, qui le matraquent depuis des années. C'est François Asselineau. Alors bien sûr, hein, il n'a pas accès aux médias, il a son parti, l'UPR, ça fait longtemps qu'il parle de Frexit, c'est le premier, mais parce qu'il explique clairement qu'avec les règles de fonctionnement du traité européen, on ne peut rien faire. À part continuer à casser la sécu, la retraite, faire de la moins-disance sociale, plus de compétition, et voilà. Donc malheureusement, Asselineau le facho, pas que, le souverainiste. Alors après, oui, Asselineau, il a l'UPR, mais il ne faut pas non plus minimiser les idées. Et dans les idées bonnes d'Asselineau, c'est le seul à vraiment revenir systématiquement sur les traités européens pour dire que oui, il y a un problème par rapport au fonctionnement européen. Enfin, moi, je pense que l'Union européenne pourrait être une bonne chose si on s'en débarrassait notamment de la Commission européenne et du fonctionnement. Enfin, Thierry Breton est quand même commissaire européen. J'en parlais hier dans cette revue de presse de Thierry Breton. C'est un conflit d'intérêts sur pattes. Le mec, chez Atos, organise la collecte de data et il va, en tant que commissaire européen, mettre en place le pass de données européen grâce à Atos. Enfin bref, l'identité numérique européenne. Mais allô, Ursula von der Leyen, elle n'est pas élue démocratiquement. Elle est exfiltrée du gouvernement allemand parce qu'il y a un problème de corruption avec les cabinets de conseil. Elle écrase ses SMS, elle planque son téléphone portable. Ursula est sauvée grâce à Angela. Elle est mise à la tête de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle fait ? La même chose avec Albert Bourla, le patron de Pfizer. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça, avec un système aussi pété. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc après, politiquement, oui, mais c'est pour ça qu'il y a des partis de gauche qui parlent aussi de revoir les traités, qui parlent aussi de plan A, plan B, l'Union populaire, la France insoumise en parlait. Tout le reste, Valérie Pécresse, etc., même Éric Zemmour n'est pas très clair là-dessus. Sur l'Union européenne, il ne faut surtout pas dire qu'on veut la quitter, parce qu'après, tu es sûr de ne pas avoir de financement, tu es sûr d'être montré du doigt comme un facho, quelqu'un qui est dangereux. Regardez, Asselineau, parce qu'il est le seul à défendre le Frexit, il y a Philippot aussi, enfin, ces gens-là sont mis très loin sur l'échiquier politique. Si tu veux avoir ton rond de serviette, il faut dire que l'Union, c'est cool, que l'Union européenne, c'est génial, que c'est notre chance pour une Europe forte et une France forte aussi. Donc voilà le problème. Donc c'est assez clair. Après, c'est des questions d'idées. Le problème de dire que derrière, on peut être de gauche, avoir des valeurs humanistes, penser que le groupe Corian et Orpea font de la merde, être pas d'accord du tout avec la moins-disance sociale qui nous est proposée par tous les candidats du capital, et penser que l'Union européenne n'est pas non plus une chance pour les travailleurs.
et pour nos enfants. Alors c'est bien, il y a Erasmus, c'est bien, il y a deux, trois trucs quand même qui sont à sauver. Formation continue, mais globalement, voilà, on a un petit problème. Ah, je crois que Christine est là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Christine? Oui, bonjour. Alors, je suis en direct. Je vous vois pas en revanche. Là, je vois que votre caméra est coupée. Si vous pouvez la remettre? Non? Ah non, la caméra fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Ah, vous pouvez essayer de vous reconnecter. Désolé, c'est les joies du direct, hein. On a Christine, mais si j'ai pas sa caméra, c'est un peu dommage. C'est pas Christine de... Attendez, je règle ce petit problème. Il nous restait quoi après? Le One Ocean Summit, important sur la haute mer. Le Canada, le convoi de la liberté. Le commerce extérieur, c'est un naufrage, hein, 86 milliards de dettes. Stéphane Ravier qui a une autre rupture, hein, qui va peut-être annoncer jeudi son ralliement à Zemmour. Et Pfizer, 54 milliards de ventes grâce au Covid pour cette année, hein. Il prévoit quand même 54 milliards de dollars de ventes. Avec le Paxlovid et tout. C'est les meilleurs, c'est nos champions à nous. Voilà, comme ça on a fait le tour de la revue de presse. Non, c'est pas Christine Lagarde, c'est Christine Coton, statisticienne. Elle va se présenter dans un instant. Elle a travaillé sur les études de dangerosité qui ont permis à Pfizer de mettre le Comirnaty, son vaccin contre le Covid, en autorisation d'urgence sur le marché pour lutter contre le Covid-19. Alors là, je l'ai complètement perdu. J'ai même plus le son. J'ai même plus l'image. Bon, j'espère qu'elle va revenir. Ne bougez pas. Nous, on va continuer la revue de presse comme si de rien n'était. Allô, les studios? Oui, cognac j'ai. Oui, oui, cognac j'ai. Le cognac de 14 heures? Non, pas ça. Ah! Alors, est-ce que je vous vois? Non, toujours pas. Bon, mais... Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, j'essaye de voir si je peux. Hop, ça c'est moi. Je fais le truc en direct, hein. Alors, allez-y parler. Voilà, on vous entend. Je crois qu'on vous entend, mais on ne vous voit pas. Ah, si. Ça y est, c'est merveilleux. Si, on vous voit. Ça fonctionne. Bon, parfait. Alors, bonjour Christine, merci d'être avec nous. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire cette étude sur le vaccin, enfin les études de dangerosité de Pfizer? Donc qui je suis moi j'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique pendant 23 ans. Ma formation c'est de la statistique et l'économétrie, mais j'ai fait mes premiers travaux, je me suis orientée vers l'industrie pharmaceutique. J'ai monté rapidement ma société, qu'on appelle une CRO, Clinical Research Organization, sous-traitant de l'industrie pharmaceutique qui travaille pour les services biométriques, donc les études cliniques. Et pendant 23 ans, je ne fais que ça. C'est-à-dire le statisticien, quel est son rôle? Il écrit les méthodologies des essais. Il va ensuite analyser les résultats, rédiger le rapport clinique avec le rédacteur médical. Et en plus de tout ça, moi dans ma société, je gérais toutes les activités de recueil des données, c'est-à-dire le data management, c'est-à-dire la mise en place de sites internet pour recueillir les données, le contrôle, la validation, le nettoyage, ce qu'on appelle le nettoyage, dès qu'il y a des erreurs dans la base, etc., etc. Donc le process de l'industrie pharmaceutique, je le connais par cœur dans le cas des essais cliniques. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce travail? Alors déjà, je l'ai fait au départ à la demande d'une avocate au Québec, mais ce travail-là, moi, j'avais commencé à le faire un petit peu avant,
les flowcharts, c'est-à-dire le tableau des visites prévues avec tous les paramètres qu'on va mesurer, on se dit que là, il y a des trous qui sont un petit peu bizarres. Alors, ce travail, il ne pouvait pas tellement être fait avant, parce qu'il nous fallait un peu de recul sur la vie réelle. Et là, pourquoi j'ai vraiment fait ce travail-là? Puisque là, on se rend compte qu'entre ce qui était annoncé et ce qu'on voit aujourd'hui, ben, il y a quand même un fossé. Et le fossé, finalement, il s'explique un peu par les manquements, à mon sens, hein, puisque je n'ai pas de validation de pair, ce qu'on peut appeler de pair. Mais bon, à la limite, moi, ça ne remet en rien en cause mes conclusions. Quand on a une expertise, on a une expertise. Et moi, mon travail a toujours été reconnu pour être de grande qualité dans l'industrie. Donc, je vois pas pourquoi subitement j'en arriverai à des conclusions erronées. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai tout résumé en regard des différents rapports cliniques, de ce qu'il y avait écrit dans les protocoles, de l'analyse des effets indésirables par Pfizer lui-même, hein, des communiqués de presse, etc. Mais alors, voilà. Comment se fait-il que vous ayez fait ce travail et que d'autres statisticiens ou d'autres médecins dont c'est le rôle, notamment dans les instances de contrôle, hein, que ce soit Santé publique France ou la FDA américaine, n'aient pas fait ce travail-là? Alors, je pense qu'au sein de ces institutions, il y a des gens qui ont dû faire certaines remarques. Ça c'est à peu près certain. Alors après, je peux pas vraiment répondre à cette question à leur place. Moi, il faudrait inviter des gens, par exemple, de la HAS ou de la NSM pour savoir quelles ont été leurs remarques au moment celui qui pose problème de rapport, finalement, c'est vraiment le premier, c'est-à-dire celui du 10 décembre 2020, parce que c'est là où on aurait dû faire un certain nombre de remarques pour ensuite ne pas faire éventuellement les mêmes erreurs, entre guillemets, pour la suite. Et la suite, c'est l'analyse sur les enfants. Et c'est pour ça que c'est ennuyeux, parce que quand on examine vraiment toute cette méthodologie, ben, on voit bien que, comme on a ces problèmes de biais méthodologiques, c'est-à-dire d'éléments qui perturbent le résultat, ça rend le résultat beaucoup moins fiable. Alors, je ne dis pas que leurs 95%, on n'aurait pas été quand même à un taux d'efficacité élevé, mais ce 95%-là, pour moi, il n'est pas fiable, parce qu'on a un certain nombre d'éléments qui faussent le calcul, dont on n'a pas tenu compte, en fait. Alors, c'est quoi ces éléments qui fait qu'on a un calcul erroné de la part du laboratoire? Donc, si je prends par exemple l'efficacité, une efficacité, elle est toujours basée sur ce qu'on appelle un critère principal. Donc, le critère principal, en ce qui nous concerne là, c'est le nombre de cas Covid-19 confirmés par test PCR, Covid-19 symptomatique. Et dans le cadre du protocole, on voit bien que c'est le patient lui-même qui doit prévenir le site, donc le centre, la clinique, l'hôpital qui l'a recruté, qu'il est malade. Donc, dès l'instant où il a un symptôme, il doit appeler en disant « je suis malade » et c'est les docteurs dans ce site-là qui doivent lui indiquer s'il doit faire un test PCR ou pas. Donc, on voit déjà bien que de façon triviale, si le site ne répond pas, et ça, on le sait que c'est arrivé puisqu'on a eu cette affaire Vantavia, où on a cette directrice qui dit justement que l'un des grands manquements, des violations aux bonnes pratiques cliniques, c'est justement des non-réponses des patients qu'on n'a jamais rappelés alors qu'ils étaient symptomatiques. On sait que dans les symptômes reportés, on a des confusions, c'est-à-dire on a les mêmes entre des symptômes qui seraient une réaction au vaccin et en même temps des symptômes du Covid, du genre les frissons, la fièvre, les vomissements, la diarrhée, etc. Tout ça, c'est... Donc, quand le patient appelle et qu'on lui dit, écoutez, vous faites sûrement une réaction au produit, mais on ne peut pas le savoir, puisqu'il n'a pas de test dans ce cas-là. Donc, le grand manquement, là, c'est qu'on n'ait pas de test. Et on sait qu'on a énormément de cas qui n'ont pas été confirmés, parce que dans l'un des rapports, on a un grand déséquilibre entre le nombre de cas Covid non confirmés par test PCR entre le vaccin, le groupe vaccin, et le placebo. Et on en a à peu près 2 fois plus dans le groupe vaccin. Donc moi, si je recalcule sur des cas symptomatiques, je me retrouve avec une efficacité qui est même pas à 1%. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils aient été confirmés ou pas. Alors ce qui est vraiment étonnant, alors en plus on a la prise de traitement antipyrétique qui supprime des symptômes. Ben, si j'ai pas de symptômes, j'ai pas de test, pas de Covid, pas de Covid, pas de Covid. Donc mon tableau dans lequel je compte mes cas Covid, il est forcément erroné. Ça c'est une évidence.
Et donc le grand manquement, c'est pourquoi le laboratoire, en pleine pandémie, laisse les gens rentrer chez eux après les injections de doses sans faire des tests systématiques. Et en plus, si on avait voulu vraiment savoir qui avait eu le Covid ou pas, par exemple sur les 3 premiers mois, il suffisait de faire un test sérologique. Et ça, c'est pas fait. Il y a pas... Donc du coup, de fait, eh ben, on ne peut pas conclure que ce vaccin freine la transmission, ce qu'on a d'ailleurs dit les agences C'est de santé. l'immunogécité, c'est ça, sur la En plus, transmission, du reste. la durée de protection et le fait qu'en fait... Non, alors, non, pas tout à fait, parce que la transmission, c'est vraiment ça, c'est une D'accord. question de critère principal. J'étudie pas la transmission dans cette étude, donc je peux pas conclure D'accord. qu'il y a un effet sur la transmission. Voilà, si j'étudie un critère, je conclus sur ce critère et pas sur quelque chose que je n'ai pas étudié en fait. Alors, aujourd'hui, Olivier Véran était devant le Sénat pour répondre à l'utilisation massive des cabinets de conseil, notamment McKinsey, et il a dit que dès janvier de cette année, le gouvernement avait un nouveau contrat avec McKinsey pour accélérer la vaccination des enfants. Or, on n'a pas... alors, il y a toujours cette idée du recul. Pourquoi vouloir absolument vacciner les enfants quand on sait qu'avec Omicron, le risque de mortalité des plus jeunes, des moins de 60 ans même en général, est de zéro, proche de zéro? Alors, ça, c'est une question que je me pose. Moi, je ne peux pas répondre à la place du ministre, mais c'est vraiment une question que je me pose parce que quand on regarde les rapports sur les enfants, on a un rapport en avril 2021, c'est les 12-15. Un rapport en octobre, c'est les 5-11. On a des effectifs qui sont extrêmement petits, puisqu'on n'a même pas 2000 patients pour le premier et 2003, je crois, pour le deuxième. On sait, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le rapport, ils nous disent que les effectifs ne sont pas suffisants pour détecter des effets graves. Donc en fait, ça veut dire, en termes statistiques, ça veut dire je ne suis pas capable d'avoir une estimation de mes risques. Donc c'est très ennuyeux parce que si je suis pas capable d'avoir une estimation de mes risques, je vais pas pouvoir en fait estimer correctement mon rapport bénéfice-risque parce que j'ai pas vraiment mon échantillon, la taille est pas assez grande pour pouvoir les détecter. Et en plus, j'ai toujours cette histoire qui est dans tous les rapports, c'est-à-dire dans toutes les analyses intermédiaires qui sont faites. Je n'ai que 2 mois et demi en moyenne de suivi des patients. C'est ce qu'on appelle le recul. Hein. C'est-à-dire que toutes mes conclusions, efficacité, tolérance, immunogénicité, c'est sur maximum 3 mois. Et c'est là où c'est du jamais vu, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui me pose problème. Puisque si on avait eu 6 mois, on aurait vu certains événements indésirables à moyen terme qu'on ne voit pas. Et on aurait eu certainement un dosage. Enfin, on aurait eu, je dis on aurait eu, mais en fait, on ne l'aurait pas eu parce qu'il n'est pas prévu par le protocole. Il n'y a pas de dosage des anticorps entre 2 mois après la seconde dose et 6 mois après la seconde dose. Et ça, c'est fortement... Dans cette étude, alors je rappelle qu'on parle avec Christine Coton ce matin des études de Pfizer sur la dangerosité, les effets secondaires des vaccins ARN. D'ailleurs, il était quasiment écrit noir sur blanc que 2 doses ne suffisaient pas et qu'une 3e dose était à l'étude dès la mise sur le marché du vaccin 2 doses. Hein. Donc là, les gens étaient au courant, enfin les gens, Jean Castex et les autres, quand ils disaient faites 2 doses et vous serez protégés. Certains, Pfizer, lui, disait oui, 2 doses peut-être, mais attention, il faudra sans doute des boosters systématiques. Et ça, c'était écrit. Christine ? Ouais. Oui, là, c'est bon. Ok. C'est revenu. Oui, donc pourquoi avoir dit aux Français de se vacciner pour 2 doses, sachant que certains savaient qu'il fallait déjà une 3e dose ? Alors, dans ce qui est écrit dans l'avis de la HAS, on ne savait pas qu'il faudrait une 3e dose. Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait déjà une étude en cours, enfin Pfizer étudiait la possibilité d'un boost. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que toujours pareil, si on avait étudié sur 6 mois cette chute des anticorps que Pfizer a enfin reconnue en septembre, je crois, 2021, elle aurait été observée bien avant. Donc, mais si elle avait été observée, jamais on n'aurait accordé l'autorisation de mise sur le marché. Donc c'est là où on marche sur des œufs, on va dire, parce que
moi, je vais vous dire franchement, certains craignent pour ma vie. Hein. Parce qu'en fait, là, c'est les questions que je pose là-dedans. Pourquoi on n'a pas fait ce dosage? Pourquoi on a fait ces analyses sur un temps aussi court? Pourquoi on a cet empressement à vacciner les enfants alors qu'effectivement, on sait très bien qu'en vie réelle, ils ont très peu de risques de Covid sévère. Et par contre, on n'a pas mesuré les risques dans l'essai. Donc, comment j'estime le rapport bénéfice-risque pour eux? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas assez de données dans l'étude. On a ces fameuses myocardites qui ont été reconnues très tardivement, alors que ça faisait des mois et des mois que des milliers de docteurs alertaient sur ces myocardites, et que le CDC, dans son calcul des signaux, ne compte les événements, quels qu'ils soient, hein, myocardite, thrombose, AVC, arrêt cardiaque, en fait, tout ce que vous voulez, il les compte que sur 21 jours après chaque dose. Mais pourquoi on fixe 21 jours en seuil? Donc, toute cette histoire, ce n'est qu'une histoire de méthodologie. Ouais. On fixe un seuil et on compte là-dedans. Mais si mon seuil, maintenant, j'avais fixé 3 jours, dans ce cas-là, j'en comptais encore moins. Et si je fixe 60 jours, on va voir que je vais en compter beaucoup plus. Donc, il faut avoir de la transparence sur les seuils qu'on fixe. Et c'est ça qui n'est pas fait, en fait. Et comment ça se passe? Et c'est ce que je m'efforce de diffuser. Pardon, Alexis. Oui, non, mais bien sûr. Mais comment ça se passe parce que ce qui est étonnant dans toute la procédure, c'est l'autorisation de mise sur marché et l'état d'urgence. En fait, le fait c'est une autorisation en urgence qui permet à Pfizer de passer outre en fait tous les process habituels. Parce que pour un vaccin classique, comment ça se passait auparavant pour l'autorisation de mise sur le marché? Alors moi, je suis pas spécialiste des vaccins, parce qu'il faut bien comprendre que dans l'industrie pharmaceutique, on a, selon la phase dans laquelle on travaille, si on est en préclinique, si on est en phase 1, 2, 3, en études post-mise sur le marché, on a systématiquement qui sont des méthodes différentes. C'est-à-dire qu'un statisticien, par exemple, qui est un épidémiologiste, n'y connaît strictement rien dans les essais, dans les méthodes de phase 3, par exemple. Et moi, qui suis bien davantage spécialisée dans la phase 3, toutes les méthodes d'études en vie réelle, c'est clairement pas mon truc, et ma tasse de thé non plus, parce que ça m'intéresse beaucoup moins que les essais. Alors, donc du coup, comment ça se fait? Ça, moi, je sais pas, en fait. Hein, ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose de très différent entre ce qui est annoncé, ce qu'il y a dans les essais, le récit qu'on nous en fait à la télé, et ensuite la réalité. Et là, on voit bien dans la réalité l'efficacité. On voit bien qu'il y a des millions de gens, ou des centaines de milliers malades. On voit bien que la tolérance, on commence à avoir des problèmes partout, puisqu'on a des associations de patients qui se montent. Moi, je travaille avec l'une de ces associations qui s'appelle Verity France, d'enfants qui sont décédés post-injection. Alors, toujours la même chose, tant que l'imputabilité n'est pas reconnue, on ne peut pas dire c'est lié au vaccin. Mais voilà, quand on a des décès de jeunes qui étaient a priori relativement en bonne santé, voire en très bonne santé dans les 3 semaines qui suivent, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Alors justement, ces questions-là, on a l'impression que les pouvoirs publics ne veulent pas se les poser, qu'il y a une course en avant à la vaccination comme étant la seule solution. Omicron a un peu changé la donne, mais Olivier Véran est toujours sur leur stratégie du pass vaccinal. Les règles changent. Hein. Maintenant, c'est 4 mois d'immunité naturelle plutôt que 6 mois d'immunité naturelle. 4 mois aussi entre les doses. Pourquoi les pouvoirs publics, finalement, minimisent les effets secondaires ? Ben oui, alors ça encore, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que c'est à eux qu'il faut demander. Moi, ce que je sais, c'est que j'avais, par curiosité, analysé les données du VAERS en juillet 2021. Et moi, j'avais jamais vu autant d'effets, on va dire au moins de sanguins, quoi, parce que là, il y avait des hémorragies des yeux, de la bouche, intestinale, vaginale, enfin, c'était quand même. Donc moi, je veux bien qu'on dise oui, c'est pas lié, mais quand on voit qu'il y avait des gens qui étaient vaccinés le matin et qui étaient trouvés morts dans les maisons de retraite l'après-midi sur les WC, bon, alors ça en devient, c'est pas lié, mais bon, il faut quand même étudier ces cas. Si j'ai un pic de mortalité dans les 3 jours
suivant ma dose, c'est pas lié, mais enfin, il y a quand même une forte présomption que la vaccination Ouais. soit pas complètement étrangère à tout ça. Et c'est ça au moment, on a du mal à, à imputer, parce que alors, je dis pas que la pharmacovigilance fait pas son travail, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais bon, comme on est sur des profils, des fois, c'est des personnes âgées, il y a des comorbidités. Donc, on en est toujours à dire finalement, ben non, c'est vraiment le vaccin qui a donné lieu notamment au décès. Enfin, ce qu'on sait quand même, c'est que dans l'essai clinique, c'était les 12-15, on a quand même cette fameuse affaire Madi de Garay, qui est quand même cette gamine qui a participé à l'essai clinique, qui a eu je ne sais combien, plus de 35, je crois, effets indésirables, qui est aujourd'hui sur une chaise roulante alimentée par sonde gastrique. Et dans le rapport clinique de Pfizer, on a quoi? On a vaguement un report de abdominal pain, quoi. Donc, maux de ventre. Je suis désolée, quand on voit la petite témoigner, voilà, avec sa maman à commission là, qu'a lancé le sénateur Ron Johnson aux États-Unis, on n'a pas l'impression que ça soit uniquement des maux de ventre. Donc, il y a quand même des trucs qui sont un petit peu bizarres et qui mettent le doute de pourquoi on veut absolument cacher les choses. Et puis, les effets, on les voit en vie réelle, on va les voir de plus en plus. Et pour la prise en charge du patient, il faut absolument qu'il y ait une reconnaissance que ces effets existent, parce que du coup, quand le patient va consulter, ben, il n'est pas pris en charge parce qu'on lui dit « Oh ben rentrez chez vous, c'est dans votre tête ». Et c'est absolument effroyable. Absolument effroyable. Le témoignage est assez glaçant comme le cas. Alors, statistique, donc, quels sont les gros défauts, en résumé, que vous avez vus sur cette étude avec vos travaux de statisticienne de Pfizer? Quels sont les gros manquements, les zones d'ombre de cette étude? Alors voilà, sur l'efficacité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des biais qui faussent le nombre de cas Covid. Donc le non-report par le patient lui-même, la prise d'antipyrétiques qui fausse les symptômes, des patients qu'on ne rappellerait pas, donc du coup ne font pas de test. Et donc voilà, donc ça c'est pour l'efficacité. Donc mon 95, moi personnellement j'en suis pas sûr. Et je suis sûr que si je fais lire à tous mes collègues biostatisticiens, ils vont avoir strictement la même conclusion que moi. D'ailleurs, je profite de l'antenne, Alexis, et je vais faire un peu je vais faire un appel au monde de l'industrie pharmaceutique. Moi, j'ai besoin de l'avis de mes collègues. Alors, c'est vrai que ce sont des gens extrêmement occupés. Moi, j'ai passé ma vie complètement débordée. Mais il faut absolument lire ça. Et aussi à des gens de l'assurance qualité. J'ai absolument besoin de l'avis de ces gens-là. Donc, alors ça, c'était pour l'efficacité. Si je prends l'estimation de la tolérance, donc durée d'observation courte, taille d'échantillon trop faible. Autrement dit, ce que j'observe dans mes essais, ça va sûrement pas être ce qui va être observé dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'on fait des plans de gestion des risques, etc. Parce qu'on a des choses qui sont pas observées dans les essais. Alors, et si je prends ce dosage des anticorps, alors là, moi, c'est ça qui me pose le plus de problèmes. C'est, on a des mesures des anticorps à la phase 1-2 au jour 1, jour 28, 35, 52, donc 52 2 mois après la seconde dose. Et vous n'avez pas de dosage jusqu'à, on va dire, J180. C'est là où Pfizer nous dit, ah ben oui, mais là, ça baisse. Mais si on avait fait un dosage avant, ça fait un moment qu'on saurait que ça baisse. Ouais. Vous voyez, donc c'est ça, moi, qui me... Ouais. Et voilà, et je pense que c'est ça qui est vraiment le point le plus touchy dans toutes mes remarques. Et je pense. Allô? Ah, c'est moi qui ai un problème de connexion, je crois. On a perdu. Allô? Christine? Oui, alors, oui, moi je vous entends. Ouais, ça va, je crois qu'on est revenu. Parce que la connexion n'est pas stable, c'est le monde moderne, on est désolé. En tout cas, avec les retours qu'on a actuellement, je veux bien qu'on ait fait tout ça en urgence en 2020, 2021, pourquoi pas, il fallait aller vite, et c'était une solution comme une autre, va-t-on nous dire.
Aujourd'hui, on a le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui veut vacciner dès 6 mois en diluant davantage les doses et qui attend plus de 54 milliards de recettes de Paxlovid et du vaccin Covid pour l'année 2022. C'est-à-dire qu'il veut continuer en cherchant d'ailleurs même un vaccin 3 doses contre Omicron. À quel moment la FDA, la CDC, les autorités françaises, enfin internationales, vont faire un travail sérieux et dire peut-être qu'il faudrait revoir et les prix d'achat et la solution de ce vaccin qui finalement n'est pas 95% de protection. On le sait maintenant. Est-ce qu'il y a... Enfin, vous faites un appel aux gens de l'industrie de la pharma. Moi, je fais un appel aux gens qui sont responsables de la mise sur marché et du contrôle de ces produits. On a l'impression que parce que c'est l'urgence, on fait n'importe quoi. Enfin, je le dis avec des guillemets, mais c'est un peu ça. Alors, si on lit le compte-rendu des agences ANSM, HAS, c'est très factuel. Notamment, moi, me suis surtout intéressée à ce de décembre 2020, puisque c'est vraiment là qu'on a un vrai problème de méthodo qui se répète donc partout. C'est très factuel, c'est-à-dire que ça commente ce qu'il y a dans les résultats des essais. Mais effectivement, il n'y a jamais, enfin peut-être qu'il y a eu, parce que là, moi, je ne peux pas parler pour eux. C'est pour ça qu'il faut vraiment demander à ces gens-là quel a été le travail de revue qui a été fait sur ces essais à ce moment-là. Et moi, je pense que certains ont fait certaines remarques, parce que moi, je me prétends pas avoir un niveau supérieur à un statisticien de la NSM, de la HAS. Moi, j'ai toujours travaillé avec des gens extrêmement compétents dans l'industrie pharmaceutique. Et justement, c'est d'autant plus ce qui me choque, c'est que cette façon de fonctionner, elle n'est pas du tout habituelle. D'habitude, on a des tas de recommandations réglementées. Donc là, c'est complètement inhabituel ce qui se passe. Alors, est-ce que, du coup, c'est parce qu'on a, je sais pas, 5 jours, 8 jours pour relire qu'on fait pas les remarques? Peut-être, mais là, du coup, là, maintenant, le recul, on l'a. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut faire ce travail que j'ai fait. Et quand on regarde toutes les choses avec ce qui se passe dans la réalité et qu'on reprend la méthodologie, on se dit, mais c'est évident, c'était biaisé, donc le résultat était forcément pas le bon. Ça n'aurait peut-être pas empêché la mise sur le marché à ce moment-là non plus. Non, mais peut-être, déjà, c'était pas 95, c'était 70. Oui, on était en procédure d'urgence, mais personne n'a critiqué, même si dans les semaines après, on a bien vu que c'était pas 95, mais ça a permis quand même à l'action Pfizer de bondir et d'engranger des profits comme jamais et d'augmenter le prix de vente de ces vaccins, alors même qu'on avait négocié un prix de vente moindre avec l'Union européenne. Il y a... quels sont les recours aujourd'hui pour poser ces questions-là et les poser de manière légale et demander des comptes, demander finalement de la transparence? Est-ce qu'on peut saisir la CADA? Est-ce qu'on peut avoir accès les contrats Pfizer, par exemple, on a eu du mal à les avoir, ils ont été caviardés. Il y a les documents également d'études qui ne sont pas publics de Pfizer, où il faudra attendre 75 ans pour pouvoir avoir tous les documents, même si ça avance aussi de ce côté-là. Quels sont les recours actuels pour demander de la transparence? Alors, moi, je sais qu'il y a des procédures en cours, mais ça, c'est pas ma compétence, donc je peux pas parler à la place des avocats qui font ces procédures-là. Moi, le rapport que j'ai écrit, ça serait bien. Là, je vois sur les réseaux sociaux, il y a énormément de gens qui interpellent Véran demandant ses sources, qui envoient les documents en disant aux médias mainstream en disant lisez le rapport de Christine Coton. Là, pour le moment, je vois clairement qu'il y a une espèce de blackout, qu'il faut surtout pas que ça passe à la télé. Donc, moi, quand j'ai écrit ça, franchement, je l'ai pas écrit. Je l'ai écrit pour les autorités, mais bon, moi, je pense que, comme je vous dis, il y a des gens qui font très très bien leur travail. Donc, des gens qui ont dû faire des remarques, je suis sûre qu'il y en a. Ouais. Je l'ai écrit pour que les gens comprennent, voilà, ce décalage entre ce qu'on fait d'habitude et ce qui a été fait là. Et moi, je crache pas du tout sur l'industrie pharmaceutique. Moi, c'est un métier que j'ai adoré. J'ai travaillé avec des gens hyper compétents, que ce soit les assureurs qualité, les statisticiens, les chefs de projet. Mais là, sur ça, il faut arrêter de dire qu'on n'a pas de problème. Voilà, sur ça, on a un problème. Et c'est pas en essayant d'étouffer les trucs, en venant discréditer mon profil Twitter par des pseudos, enfin des gens qui n'ont strictement aucune compétence et qui font des attaques personnelles,
auquel d'ailleurs, s'ils regardent, je ne suis absolument pas sensible, parce que comme je vois d'où ça vient, ça risque pas de m'atteindre en aucune façon. Donc, non, mais je pense qu'il y a un travail là, important. Il faut se pencher dessus, il faut utiliser ce document en disant, ben voilà, moi je prétends pas détenir la vérité. Ça, c'est ma conclusion. Donc, il faut faire une commission, je sais pas, on met plusieurs statisticiens autour d'une table, on met des assureurs qualité, on regarde ça et on dit, ben là, clairement, il y avait déjà un problème dans l'essai. Donc, s'il y a un problème dans l'essai, que ma tolérance, elle est mal évaluée, les effets indésirables, là, ben, on va les voir. Et la réalité nous rattrape. Ouais, et la réalité, c'est que c'est pas efficace. Ça protège de rien du tout parce qu'il faut faire des boosters tous les 4 mois. Et on va avoir des centaines de milliers d'effets indésirables qu'il va falloir prendre en charge. Donc, il va falloir arrêter de se voiler la face, en fait. C'est un problème de... Voilà, il faut lever les œillères, là. Je crois qu'il faut libérer la parole sur tout ce que vous faites. C'est-à-dire que faire appel à tous ces gens qui ont fait leur travail, qui ont émis des doutes à l'époque, qui ont posé des questions et qui ont été invisibilisés aussi avant, et dire qu'il faut maintenant, aujourd'hui, prendre la parole. Quelques-uns le font, heureusement, mais globalement, on a l'impression d'une interdiction, un tabou. D'ailleurs, sur les plateformes, il est interdit de remettre en cause la doxa officielle. Alors que la science, c'est des questions, la science, c'est pas forcément des réponses, et que le journalisme aussi, c'est prendre son téléphone, poser des questions. C'est ce qu'on essaie de faire ici. Comme vous le dites, Christine, c'est pas forcément ce qu'on fait. Enfin, l'accès au plateau est beaucoup plus difficile, surtout sur des sujets techniques comme ceux-ci. On a peut-être perdu un peu les gens parce qu'on parlait de statistiques, d'évaluation de l'efficacité des vaccins. Donc on sait que voilà, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de dire qu'il faut prendre la parole. Si vous êtes quelqu'un d'autorité, si vous travaillez dans les secteurs pharmaceutiques ou du côté de la législation, c'est important de le dire aujourd'hui. Moi, j'avais émis un doute, etc. Certains le font. Vous, merci Christine. D'autres aussi commencent à rejoindre le mouvement. Il y a le CSI et d'autres. Donc, il faut arriver à pouvoir sortir de ce cadre-là qui étonne parce que l'urgence est passée. Enfin, on est toujours à 400 morts par jour avec Covid ou du Covid. Omicron, certes moins virulent, mais la vague est passée et on sait très bien que le Covid est là pour durer. Mais on est sorti quand même du cadre de on ne sait pas ce que c'est. Alors on ne sait toujours pas d'où ça vient, c'est un autre sujet. Donc il serait peut-être temps d'utiliser les cerveaux disponibles et d'arrêter avec ce pass vaccinal, avec ces solutions qui n'en sont pas, ces passoires trouées, et de continuer à traiter la majorité des citoyens comme des idiots ou des enfants qu'on obligerait à mettre le masque, enlever le masque, se confiner, se déconfiner. Donc merci beaucoup Christine. Est-ce que... Alors attendez Alexis, parce que j'ai vraiment quelque chose, un dernier message à faire passer. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Voilà, c'est d'autant plus inquiétant cette volonté d'étouffer ce rapport. Aujourd'hui, l'avocate qui m'avait demandé ça au Québec, elle a reçu, je ne peux pas vous dire si c'est l'ordre des avocats ou je ne sais quoi, une demande d'expertise psychiatrique. Super. Voilà où on en est. Et qui évidemment est avec des experts nommés par ceux qui demandent. Donc je trouve ça, moi en tant que statisticien, on va dire, alors c'est comme pour les effets indésirables, il n'y a pas d'imputabilité entre mon rapport et son expertise, mais je trouve ça fortement suspect qu'on ait quelqu'un qui exerce depuis 23 ans, qui plaide le 31 janvier à la cour d'appel, qui émet un avis dans lequel il ne prononce pas mon nom comme s'il n'avait jamais vu cette expertise et qui doit aller se faire expertiser psychiatriquement 10 jours après. Alors on va pas dire c'est imputable, mais il faut se poser la question sur le lien. Et donc voilà, donc ça veut dire que ce rapport dérange. Donc moi je voudrais ouvrir avec ce rapport-là un débat de professionnels, même experts de la NACM compris. Je vous dis, moi je m'estime pas supérieur à ces gens-là, mais là il est temps de revoir ça. Parce que c'est important de ne pas laisser faire ça pour la suite d'essais en industrie pharmaceutique. Parce que c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi. Si on laisse passer des essais dont on a quasiment la preuve, parce qu'on l'a dans les résultats, que c'est biaisé, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché demain, en fait? S'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'assurance qualité, à quoi servent les réglementations? Plus rien ne sert à rien. Donc, on ne voit pas pourquoi nous, en tant que professionnels, on s'est crevé la paillasse, on va dire, pendant des années à essayer de travailler le mieux possible pour minimiser le risque justement d'erreur de conclusion de nos résultats.
pour là prendre des risques inconsidérés et se taire quand on observe des problèmes. Je pense que C'est très 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 important. Ce rapport, on le partagera bien sûr sur les réseaux du monde moderne où vous y aurez accès. Il est déjà trouvable grâce à vous. L'idée, évidemment, c'est pas du tout d'être conspi, c'est de poser des questions et de demander des réponses et de poser ces questions-là avec d'autres scientifiques, avec d'autres responsables statisticiens et de dire est-ce qu'on pourrait discuter, tout simplement parce que ça me paraît important de discuter, sachant qu'on a l'impression qu'on avance sans savoir, avec des ordres et certainement pas une réflexion ou l'idée qu'il y a derrière quelque chose de rationnel. Donc c'est important de poser ces questions. J'espère, Christine, que cette interview va aussi débloquer des choses sur d'autres médias. L'idée, c'est que voilà, vous puissiez être entendu un maximum, que ce rapport puisse être discuté aussi un maximum, parce qu'il pose les bonnes questions. Et voilà, merci de votre travail, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était la revue de presse du monde moderne avec Christine Coton, statisticienne, notre invitée, pour parler en fin de revue de presse de l'étude Pfizer avant la mise sur le marché du vaccin Covid. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Christine. Merci, au revoir. Et voilà, c'était notre invitée Christine Coton qui était avec nous. La revue de presse s'achève. Alors voilà, on essaiera d'avoir ce format. C'était le premier, donc voilà, c'était un peu quelques petits problèmes techniques comme d'habitude, mais c'est un peu notre marque de fabrique au monde moderne. On essaiera d'avoir d'autres invités, évidemment, pas que pour parler du vaccin et du Covid, évidemment aussi. En tout cas, je vous invite à aller voir ce rapport. Et ce que dit Madame Coton est extrêmement intéressant parce qu'il montre les biais en fait qui ont conduit Pfizer à annoncer 95% d'efficacité alors qu'on voit bien que c'est pas 95% et on le voit particulièrement aujourd'hui. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre la revue de presse du monde moderne. Je vous mets attendez, je suis perdu parce que bon, on a quand même dit des gros trucs. Je vous mets juste, oui, voilà, si vous voulez nous aider, il y a Patreon, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner également, partager cette vidéo un maximum sur vos plateformes et réseaux sociaux, c'est super important pour nous. Et continuer à dire du bien de cette revue de presse qui tous les matins permet de comprendre un peu mieux cette dystopie qui est devenue notre réalité quotidienne. Pour finir, je voulais parler bien sûr de alors BNP Paribas qui engrange des profits historiques, ça oui, c'est normal, c'est la banque. 9,5 milliards de bénéfices en 2021. La banque va bien. Non, c'était surtout Pfizer, voilà, qui veut engranger 54 milliards de ventes grâce au vaccin du Covid pour clore cette revue de presse et après l'intervention de Christine Coton, pour comprendre un peu mieux peut-être pourquoi personne ne se penche sur ces étranges statistiques du laboratoire. Voilà, c'est une nouvelle année record, voilà. 3 milliards de doses ont été produits l'an dernier, 36,8 milliards de dollars de ventes en 2021, ce qui a doublé le chiffre d'affaires annuel de Pfizer à 81,3 milliards de dollars, un résultat net à 22 milliards. Son sérum a raflé 70% du marché aux États-Unis et dans l'Union européenne. Il a effacé la concurrence grâce à un investissement massif dans le lobbying et le marketing. C'est le labo star de l'année. 2021 a été une année charnière pour Pfizer. C'est félicité son PDG Albert Bourla en commentant ses résultats annuels. Sans les ventes liées au Covid, son chiffre d'affaires a progressé de 6%. Déjà, ça allait bien. Le laboratoire américain, qui planche sur un vaccin ciblant Omicron, oui, absolument, devrait continuer à augmenter sa production cette année. Il prévoit de fabriquer 4 milliards de doses. À cela s'ajouteront les livraisons du Paxlovid, son comprimé contre le Covid, prescrit pour les personnes risquant de développer une forme sévère, qui devrait générer 22 milliards de dollars de revenus, 120 millions de traitements vendus à 530 dollars l'unité aux États-Unis sont attendus en 2022. Pfizer planche déjà sur une nouvelle génération de comprimés.
Ces volumes sans précédent devraient permettre à Pfizer de franchir le cap des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, dont près de la moitié, 54 milliards, liés au Covid. La moitié du chiffre d'affaires de Pfizer cette année va être lié au Covid et ils vont taper les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est pour rivaliser un peu avec Jeff Bezos, les GAFAM, tout ça. Un niveau encore jamais atteint par le laboratoire américain qui vient de rafler la première place du secteur, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique. C'est du jamais vu. C'est un hold-up. Ces succès ont non seulement eu un impact positif dans le monde, mais je pense qu'ils ont aussi fondamentalement changé à jamais Pfizer et sa culture, a déclaré Albert Bourla. Les analystes insistent sur la nécessité pour Pfizer de poursuivre le développement de son portefeuille de produits pour maintenir sur la durée ce niveau de performance. C'est-à-dire que les mecs, après, ils vont te vendre des trucs pour soigner des trucs qui n'existent pas tout le temps. Alors, je dis pas, le Covid existe, hein, et merci le vaccin. Vaccinez-vous, c'est important. C'est important aussi hein, de ne pas dire du mal de Pfizer. On ne dit pas du mal d'ailleurs, on dit juste que quand même, ça fait beaucoup d'argent. En tout cas, merci à vous. C'est la revue de presse du monde moderne. Je vous dis pas demain. Demain, ce sera Antoine qui sera à la manœuvre. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Prenez pas tout ça trop au sérieux, même si, vous voyez, quand on arrive à prendre les choses au sérieux, on peut faire des milliards de dollars. Hein. C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire les deux. Si vous voulez qu'on fasse l'accent québécois en bas-play, c'est quand vous de la liberté, si jamais vous le prenez cet accent et dites donc que vous venez un peu là pour le soutien des truckers et expliquer comment ça marche. Pour que le convoi arrive bien jusqu'en bas de chez Manu et qu'on puisse enfin faire des klaxons sous les fenêtres de l'Élysée. Des klaxons, je sais, mais oui, mais ce qu'il faut, c'est que ça klaxonne là où Justin il est derrière son petit rideau. Justin Rideau. À demain, ciao.